Daouda Djiré remporte le maillot jaune de la première édition du Grand Prix cycliste ORTM. Le Malien est arrivé en tête avec un chrono de 3 heures 5 minutes 11 secondes. Il est suivi d'un Burkinabé et d'un autre Malien. Une compétition organisée en partenariat avec la Fédération malienne du cyclisme. Un coup d'essai qui a été un coup de maître. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie souhaite la pérennisation de l'événement en l'étendant aux autres pays de l'AES. Intelligence artificielle, une technologie qui bouleverse nos vies en quelques années. Elle est passée de l'ombre à la lumière, de la fiction à la réalité. À ce rythme, les experts s'inquiètent du fait que l'intelligence artificielle puisse un jour surpasser l'intelligence humaine. Le grand format de la rédaction, une réalisation de Yara Dambélé. Le taboulo, le gofé, ce sont là quelques instruments traditionnels dans le milieu kassongé en voie de disparition. Des instruments qui étaient joués pendant des cérémonies populaires ou sacrées. Aujourd'hui, à la faveur de l'année de la culture, les anciens s'évertuent à reconstituer ces instruments. Les explications de Kansoutou Kanouté dans cette édition. Le dernier hommage de la nation à un grand musicien de renommée internationale, l'une des icônes de la musique malienne, Amadou Barayogo, a été accompagné dans sa dernière demeure cet après-midi par les siens, plongeant le peuple malien dans l'émoi et la consternation. Des témoignages émouvants sur cette virtuose de la guitare en fin de journal. Voilà les titres de votre journal de 20h. Bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Et nous recevons sur ce plateau le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci, madame. Communiqué numéro 073 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ-98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tenzawatène, cercle d'Abéibara, région de Kidal. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est, à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Suite à cet incident, une enquête a été immédiatement ouverte. Des résultats de l'investigation préliminaire, les points suivants méritent d'être évoqués. La liaison a été perdue avec l'appareil dans une position située sur le territoire malien et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 51 minutes, 50,526 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 36,099 secondes est, soit 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terroristes de haut profil qui planifiaient des actions. L'aéronef est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne et son refus de coopérer confirment
la responsabilité de ce régime qui a tiré sur le drone entraînant sa chute verticale. Les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. De surcroît, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. L'absurdité de l'argument de la violation de l'espace aérien algérien sur 2 km, autrement dit, comment l'épave du drone se serait retrouvée au Mali et à 9,5 km de la ligne frontalière si l'appareil avait réellement violé l'espace algérien sur 2 km. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, 90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, tout en rappelant la teneur de son communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 et celle de l'allocution du Mali lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. En conséquence, en réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester contre l'hostilité du régime algérien. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. Aussi, le gouvernement de la transition fait remarquer que cette agression flagrante du régime algérien contre le Mali est en contradiction avec la participation effective de la République du Mali à la guerre pour l'indépendance de l'Algérie pour soutenir le Front de Libération Nationale, FLN. Enfin, il demande au régime algérien, exportateur de terrorisme, de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale, puis d'adopter un comportement responsable visant à promouvoir la paix et le développement. Le gouvernement de la transition réitère à la population malienne que rien n'entamera la détermination des forces de défense et de sécurité maliennes sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à poursuivre et à atteindre le noble objectif d'éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Suivant cette volonté, dans les heures qui ont suivi l'agression du régime algérien contre le drone malien, d'importantes cibles terroristes ont été frappées avec succès dans la localité de Tinzaouatène et ailleurs sur le territoire malien. Ces opérations vont continuer et pourront s'intensifier selon l'évolution de la situation. Que Dieu bénisse le Mali, préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 avril 2025. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le ministre. Et cet autre communiqué, le président du Conseil national de transition, honorable Malik Diaw, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2025 débutera le lundi 7 avril. La cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Mise en place terminée à 15h30. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ERTM et de la radio du Parlement, la 89.4 FM.
Week-end sportif avec la première édition du Tour cycliste de l'ORTM. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la page sport. Avec moi sur ce plateau, Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Awama, bonsoir à tous. Alors, vous avez pédalé ce matin? Bien évidemment, à notre manière. Alors, le trophée a été remporté par le coureur malien Daouda Djiri. Oui, tout à fait. La compétition a regroupé les cyclistes de la Confédération AES. Ils sont venus notamment du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Eh bien, au-delà du résultat technique, le sens de l'événement, c'est l'intégration et la cohésion sociale. On a senti ces valeurs. Le Premier ministre qui a apporté le message du président de la transition s'en réjouit et n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Le point avec nos reporters Mamari Koné et Aliou Touré. Boulevard de l'Indépendance ce dimanche 6 avril 2025, lancement du Grand Prix cycliste de l'ORTM. Il est 8h06. Le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, donne le top départ. Au départ, ils sont 126 coureurs, 94 du Mali, 26 du Burkina Faso, dont 2 femmes, et 6 du Niger. Après 3h05 55 secondes, soit 48 km/h, Daouda Djiri du Mali remporte le maillot jaune. Il est suivi de Nassrou Sorgo du Burkina Faso et de Timogo Diallo du Mali. Au chapitre des récompenses, le premier obtient un chèque de 2 millions de francs CFA, le deuxième 1 million de francs et le troisième 500 000 francs CFA. Des prix AES ont été décernés à des cyclistes. Et le maillot jaune est remis au Premier ministre pour le président de la transition, président de la Confédération de l'AES. Cette première édition est placée sous le thème « Les vélos facteurs d'intégration et de cohésion sociale ». Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, transmettre ses félicitations au Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique, au directeur général de l'ORTM, au président de la Fédération malienne de cyclisme, qui ont également eu l'intelligence d'inscrire ce premier Grand Prix de cyclisme de l'ORTM dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel, AES. Donc je voudrais vraiment, au nom du chef de l'État qui est parrain de cet important événement sportif, remercier chaleureusement les organisateurs. Ensuite, les objectifs, bien entendu, de cette compétition sont essentiellement renforcer les liens de fraternité entre les peuples de l'AES, évidemment promouvoir le cyclisme dans notre espace confédéral. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux objectifs ont été atteints. En fait, je voudrais quand même insister qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Je pense que les vainqueurs, c'est vraiment les peuples de l'AES. Qu'à cela ne tienne, il est important quand même de saluer le professionnalisme des cyclistes. Ici, démontrer leur savoir-faire, que ce soit les cyclistes du Burkina, les cyclistes du Mali et les cyclistes du Niger. Le Premier ministre a salué la bravoure des 2 femmes dans l'équipe du Burkina Faso avant de donner quelques conseils à la commission d'organisation pour les prochaines éditions. Je pense qu'il serait important d'organiser ce Grand Prix de cyclisme à l'échelle de la Confédération des États du Sahel, donc dans les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et je pense qu'ils seront aidés dans leurs activités par le lancement qui a été annoncé par le chef de l'État de la télé AES. Je pense qu'aujourd'hui nous avons assisté à un fort engouement du public, donc un fort intérêt que le public a affiché concernant le cyclisme. Je voudrais également ici, en son nom, puisqu'il tient, et il faudrait le mentionner à la promotion du genre, remercier particulièrement les 2 coureuses qui se sont retrouvées bien entendu parmi ce grand groupe de cyclistes. Donc ces 2 coureuses venues du Burkina Faso. Pour un coup d'essai, l'ORTM et la Fédération malienne de cyclisme ont reçu un véritable coup de maître. En atteste la forte mobilisation autour de l'événement. Voilà, comme vous l'avez constaté avant, il y avait du bon monde dans la tribune officielle. En plus du Premier ministre chef du gouvernement, il y avait des membres du gouvernement, il y avait également les organisateurs, mais aussi les parrains. Oui, on le dit, Kodi, un coup d'essai qui a été un coup de maître. Cet événement a bénéficié d'un engouement populaire et tout au long du circuit, les populations sont sorties massivement pour soutenir les cyclistes. Oui, le public a tenu à être présent du début à la fin. Personne ne voulait se faire raconter l'événement.
Eh bien, les supporters ont même bravé le soleil pour pousser les cyclistes vers la victoire. Ils sont sortis de façon spontanée pour créer cette ambiance. Justement, je vous propose qu'on revive cette ambiance avec ce reportage de notre équipe conduite par Moussa Diabaté. Une atmosphère joyeuse au boulevard de l'Indépendance avant le top départ de ce tour cycliste Grand Prix ORTM. C'est ma première fois de venir assister ça. Je suis vraiment content. Oui, j'ai demandé, mais aussi, certains me disent qu'il y a certains vélos qui coûtent 7 millions. J'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Sur la ligne de départ, ils sont en rang serré. Et le ton est donné par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le peloton se lance. À quelques centaines de mètres de l'hôtel Olympe, sur la rive droite, un léger contact à l'arrière du peloton des coureurs a provoqué une chute en masse. Une scène qui a mis rapidement les secouristes à contribution. Les juges patients cèdent la route et apprécient le passage des cyclistes. Je suis très content de voir un tour cycliste qui met en compétition les coureurs de l'AES. Et du coup, je suis prêt à amener mon vélo pour la prochaine édition. C'est une très bonne chose et j'apprécie beaucoup l'initiative. La course des vélos est l'une de nos grandes valeurs qui doit continuer. Ça pédale sous la chaleur avec la même énergie. Certains changent de roue et sont applaudis par les spectateurs. C'est très bien, ils sont en forme vraiment. On souhaite que ça soit un début, que ça ne soit pas la fin, quoi. Vraiment, c'est très bien organisé. J'aime bien le cyclisme et je souhaite vraiment que l'équipe du Mali remporte ce Grand Prix. De retour au boulevard, les spectateurs étaient nombreux aussi à suivre en direct sur un écran géant ces tours. Rien ne vaut la paix. Je suis très contente pour la participation du Burkina et du Niger. C'est encore un plus pour renforcer nos liens. Et je souhaite un excellent retour aux cyclistes. C'est sanitaire quoi. Je demande à tout le monde s'il y a des événements qui n'est pas le football seulement. Nous ne sommes pas là pour le football seulement. On est là pour soutenir l'ensemble des sports. Donc on est là, il n'y a pas de problème, vraiment on est content. Le peloton de tête est dirigé par un Malien du nom de Diallo qui a eu la chance de prendre certains points chauds et un autre du nom de Daouda Djiré qui a remporté d'autres points chauds aussi. Encore plus proche de leur champion, un groupe de supporters venus de Niana, de la région de Sikasso, donne de la voix à leur équipe. Nous sommes très heureux de revoir nos cyclistes et nous voulons que le trophée reste ici au Mali. Nous supportons Yaya Diallo de Niana. Après le premier tour de l'aéroport au boulevard, j'étais mal classé et selon les règlements, je suis contraint à abandonner. À vrai dire, je ne me suis pas bien préparé. Cette première édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM a comblé les attentes. L'ORTM et la Fédération malienne de cyclisme ont gagné les paris organisationnels. Et quelle communion entre les supporters et les cyclistes. Et on peut déjà dire que l'ORTM, en tout cas le Grand Prix cycliste ORTM, a déjà son public. Oui, effectivement. Et le pari organisationnel a été aussi gagné par l'ORTM, la Fédération malienne du cyclisme et les partenaires qui ont cru en cette belle initiative de fédérer le public sportif de l'AES Codicivi. Tout à fait, pour que vraiment ça aille de l'avant. Et on va justement aller avec la compétition proprement dite. Voilà, si certains cyclistes en tout cas visaient la plus haute marche du podium, eh bien d'autres voulaient se mesurer au plus fort pour améliorer leur performance habituelle. Eh bien d'autres aussi étaient là pour apprendre. Bref, chacun a pu relever un défi en sa manière, d'où la compétition a été de très grand niveau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les cyclistes n'ont pas déçu. On revoit donc le film justement de cette course avec Siragatou Sissé. Le Grand Prix cycliste ORTM, longtemps murmuré, est enfin une réalité. Les cyclistes, dès le départ, se sont donnés à fond pour la conquête du maillot jaune, sous le regard admiratif des autorités administratives
des invités de marque et un public enthousiaste. Je suis très content. Cette victoire est le fruit du travail. Nous nous sommes bien entraînés et la récompense est au bout. Je salue la bonne organisation de ce Grand Prix ORTM et du soutien de mon équipe Ernest Guinéna. Je dédie le trophée au président de la transition. L'ORTM et ses partenaires ont mis le paquet pour récompenser les meilleurs. Daouda Djire, premier, reçoit 2 millions de francs CFA. Nassirou Sorgo du Burkina Faso, deuxième, gagne 1 million de francs CFA. Et Tchemogo Diallo du club Ernest de Niena, troisième, empoche 500 000 francs CFA. Le vainqueur a dédicacé son maillot au président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Des cadeaux ont été également offerts à plusieurs coureurs. Les prix spéciaux AES ont été décernés à Daouda Djire, Abdrahman Amadou du Niger et Nassirou Sorgo du Burkina Faso. J'ai noté aussi l'engouement des populations maliennes au cyclisme. Donc j'encourage la Fédération malienne de cyclisme et mes services, notamment l'ORTM et tous les autres, à se mettre ensemble pour encore booster ces sports qui peut vraiment mobiliser beaucoup de populations, faire beaucoup de bien à la jeunesse et créer même des emplois. Les partenaires expriment leur satisfaction. La course elle est très belle et vraiment c'est d'encourager les autres fédérations à faire des événements pareils au sein de la communauté. La jeunesse, comme vous le savez, elle est le socle d'une économie hypersonique. Donc à savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va plus vite. Le mieux d'aller, c'est d'être ensemble. Et nous souhaitons que cette belle journée puisse avoir une deuxième édition. L'ORTM et la Fédération malienne de cyclisme ont reçu le pari de l'organisation. Cette compétition était sous le haut patronage de son Excellence le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a accepté donc en tant que président de la Confédération aussi de patronner cet événement. Et on a vu une belle course avec des cyclistes venus des pays de l'AES. Bravo donc aux cyclistes de Niena, mais bravo à tous les coureurs. Parce qu'on a vu des engagements de part et d'autre, on a vu des dames même qui ont compétit du venu du Burkina Faso. C'est le lieu vraiment de saluer aussi ce genre qu'on a introduit dans cette compétition qui s'achève de la plus belle des manières. Moi, je voulais vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires. Présidé par Monsieur le Premier ministre, son Excellence générale de division, Abdoulaye Maïga. Ça, c'est pas donné à toutes les occasions. Avec son agenda très chargé, il a décidé d'être là ce matin avec nous pour vivre ce grand prix de l'ORTM. Ce grand prix cycliste de l'ORTM qui regroupe tous les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez comment la course elle est animée. La course est animée, la détermination elle est totale du côté des athlètes. Le Tour cycliste Grand Prix ORTM s'achève en beauté. Des autorités à la commission d'organisation, chaque partie a mouillé le maillot. Voilà, on peut dire qu'à la place du stress, de la veille de la compétition, c'était finalement le sourire aux lèvres et bravo à tout le monde. Voilà, bravo à vous également. Merci bien Koji Sibi pour toutes ces précisions. Et nous arrivons à la page AES de cette édition, c'est juste après ceci. Il est aujourd'hui une référence dans le domaine de la pisciculture au Burkina Faso. Son nom, Zanzan Jonas Kambou. Il a à son actif 2 bacs avec environ 500 poissons. Une façon pour lui de contribuer à la production locale, mais aussi de participer à l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique. Nos correspondants de la RTB Oumarou Sagnon et Siem Michael Da sont allés le rencontrer dans la cité de Bafouji. Suivons ensemble. Dans ces bassins sont élevés des poissons-chats encore appelés silures. Le promoteur, c'est lui, Zanzan Jonas Kambou. Au-delà de la passion pour la pisciculture, il entend révolutionner le secteur pour le bonheur des populations. J'ai vu qu'il y a un manque de poissons ici à Gawa. Et tu vas dans les boutiques, vous allez remarquer que c'est des poissons de plus de
d'une année ou des mois, en tout cas qu'on nous amène ici pour consommer. Mais pourquoi ne pas me lancer aussi dans l'élevage des poissons? Et voilà comment c'est venu. Réussir l'élevage des poissons passe par leur bonne alimentation, ce qui est un peu coûteux dès le début. Mais aujourd'hui, Sansan Jonas dit bénéficier de la subvention de l'État. J'achetais le sac à bobo à 20 000 francs, le sac de 20 kilos à 20 000 francs. Et tout dernièrement, il y a les aliments qui sont arrivés au niveau de l'élevage, subventionnés par l'État. Et le sac me coûte 4 000 francs. Les premières récoltes sont attendues dans 3 mois, mais le promoteur voit déjà en cette activité du pain béni. Je commence déjà même à avoir des courtisans. Il y a des restaurants qui m'approchent pour dire que est-ce qu'on peut faire signer un partenariat. Et donc moi je vais les livrer le poisson parce qu'ils savent que c'est un produit, c'est produit ici et c'est récolté ici. Donc c'est sain. Ce cinquantenaire apporte également sa touche dans l'atteinte de l'offensive agro-silvopastorale prônée par les autorités du pays. J'ai commencé et le gouvernement est derrière, le gouvernement encourage la jeunesse à faire ça. Je me dis, je suis sur le bon chemin et ça m'encourage à persévérer. À côté de cette activité est pratiquée la maraîchère-culture. En plus d'utiliser l'eau du forage pour arroser les plantes, les eaux usées issues de la pisciculture sont utilisées ici comme fertilisant, réduisant ainsi l'apport en engrais chimiques. Comme nous visons l'eau chaque 3 jours, voilà. Donc cette eau, nous utilisons pour l'arrosage. Et depuis que j'ai commencé à arroser, je vois nettement un bon résultat. Ce résultat, Sansan Jonas l'a atteint après avoir fait face à de nombreux défis. Car cela ne tienne, faire la pisciculture à grande échelle est une source d'emploi pour les jeunes. C'est le plus grand rêve de ce passionné de l'entrepreneuriat qui allie pisciculture à l'agriculture. À US Actualité, toujours, les forces de défense nigériennes ont interpellé et arrêté un membre influent du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le cadre de leur opération de sécurisation du territoire. Elles ont également saisi des matériels de guerre destinés aux groupes armés terroristes. Le commentaire de Jocelyna Moussou de la télévision nigérienne. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts sur le terrain et obtiennent des résultats encourageants. Ces derniers jours, plusieurs actions ont été menées avec succès, contribuant au renforcement de la sécurité et au soutien des populations locales. Le jeudi 3 avril 2025, vers 18h30, une patrouille des forces de défense et de sécurité, opérant sur la base de renseignements précis, a procédé à l'interpellation d'un individu circulant à bord d'un véhicule suspect sur le tronçon Toro-Niamey. L'enquête a rapidement établi qu'il s'agissait d'un membre influent du JINIM. La fouille du véhicule a permis la découverte d'une arme à feu, plusieurs téléphones portables ainsi que d'une importante somme d'argent de 5 32 900 francs CFA. Selon les premiers éléments, cette somme était destinée à l'achat de matériel logistique au profit du réseau terroriste. Les investigations ont conduit à la localisation d'un jardin appartenant aux suspects dans le village de Boborgou. Ce lieu servait de base arrière et de refuge temporaire pour les groupes armés opérant dans la zone. Il s'y déroulait des activités de ravitaillement en vivres, en crédits de communication ainsi qu'en vêtements, notamment des pailles noires destinées à leur camouflage. En face de ce jardin, un stock important de pâtes alimentaires entreposé dans une école a également été découvert. Ce stock était destiné à approvisionner les groupes criminels stationnés dans la région. Le suspect est en outre fortement soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de 2 véhicules de type Yas survenus la veille, mercredi 2 avril 2025 à 19h entre Makolondi et Niaktiré en complicité avec d'autres membres actifs du réseau. Le même jour, une autre patrouille menée en périphérie de Makolondi a permis de détecter un engin explosif improvisé placé sur l'itinéraire des forces. Grâce à la vigilance des éléments engagés sur le terrain, le génie militaire est intervenu rapidement pour procéder à la neutralisation de l'engin. Le lendemain, une reconnaissance a été conduite entre Garingangu et le campement de Rougadjunju. Au cours de cette mission, les éléments des forces de défense et de sécurité ont essuyé des tirs en provenance du campement.
La riposte vigoureuse engagée par les FDS a permis de neutraliser 2 assaillants et de capturer 4 autres individus reconnus par les villageois comme faisant partie des auteurs de l'attaque initiale. Les suspects arrêtés ont été remis à la brigade territoriale de Diondou pour enquête et procédure judiciaire. Dans la matinée du jeudi 3 avril 2025, sur la base de renseignements, un détachement des forces de sécurité a interpellé 6 informateurs et ravitailleurs liés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le secteur de l'Ada. Ces actions illustrent la détermination des forces de sécurité à contrer les menaces et perturber les chaînes d'approvisionnement des groupes terroristes dans la région. Et nous recevons sur ce plateau le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kamara. Avec vous, un communiqué de la présidence de la Confédération de l'AES. En effet, sur instruction des plus hautes autorités de notre pays, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, à Tinzawaten, cercle d'Abbé Bara, dans la région de Kidal. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien, en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le Collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le Collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES. D'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l'intégrité de l'espace confédéral. Fait à Bamako, le 6 avril 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le ministre. Suite de cette édition, un bon départ pour un avenir prometteur. C'est le thème de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril. La dite journée sera célébrée au Mali le 10 avril prochain à travers le lancement d'une campagne intitulée
une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Il s'agit pour les autorités d'intensifier la sensibilisation afin de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. Je vous invite à suivre la synthèse du discours du ministre de la Santé et du Développement social avec Koumba Sissé. Améliorer la santé des populations est un défi majeur pour les dirigeants du monde entier. C'est pourquoi, le 7 avril de chaque année, des réflexions sont menées partout sur comment renforcer le système sanitaire et le bien-être de chaque individu. Les campagnes mondiales de santé offrent d'importantes opportunités pour sensibiliser la population aux questions de santé, favoriser une meilleure compréhension des enjeux en la matière et mobiliser les communautés du niveau local jusqu'au niveau international afin d'agir pour un monde en meilleure santé. Le thème de cette année, un bon départ pour un avenir prometteur. Cette année, le gouvernement du Mali a initié 12 mois de campagne pour la promotion de la santé maternelle et néonatale, car il a été constaté que malgré les efforts fournis, beaucoup de femmes ne font pas les consultations prénatales, un geste qui permet d'éviter des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. La campagne intitulée « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir » sera l'occasion d'inviter les gouvernements et le monde de la santé à redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables et à privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme. Aider chaque femme et chaque nourrisson à survivre et à s'épanouir. Cette tâche est essentielle. Près de 300 000 femmes perdent la vie suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement chaque année dans le monde, tandis que plus de 2 millions de nourrissons meurent avant l'âge d'1 mois et on compte des millions d'autres enfants morts-nés. Cela représente environ un décès évitable toutes les 7 secondes. Le but de cette initiative est de réduire les décès maternels et néonatals au Mali afin de permettre au maximum de femmes d'accoucher dans de meilleures conditions sanitaires. Le commissaire à la sécurité alimentaire est à 100. Redouane Aga Mohamed Ali a lancé la 3e phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Ce sont 50 organisations qui bénéficieront de cette aide multiforme dans 15 régions. L'activité a été soutenue par la remise symbolique d'une aide d'urgence de 60 tonnes de vivres aux personnes en situation de vulnérabilité. En marge de ces activités, le commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendu au magasin de l'OPAM pour s'imprégner du stock disponible. 200, la correspondance de Drissa Kone. Le programme d'aide spéciale aux associations et fondations à travers le Mali, PESAF, a été mis en place en 2023 par l'association Femmes Leadership et Développement Durable AFLED. Cela en réponse aux effets de l'arrêt des financements de certains partenaires ou bailleurs de fonds. Cette phase 3 qui vient de prendre son envol ici à 100 est un moment chargé d'histoire et de solidarité présidé par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Ce lancement témoigne de l'engagement constant et du soutien indéfectible des plus hautes autorités envers nos citoyens et nos citoyennes. C'est un message clair de la solidarité, pas un simple vain mot, mais aussi des actions sans relâche pour porter haut et fort le Mali d'aujourd'hui et le Mali de demain. La première phase a été lancée à Ménaka le 8 juin 2023 avec 15 organisations bénéficiaires répartis entre 5 régions du pays. La deuxième phase, quant à elle, a été lancée à Kidal le 12 février 2024 avec 35 organisations bénéficiaires réparties entre 10 régions. Aujourd'hui, c'est ici, à 100, que nous lançons la phase 3 du PESAF qui concerne 50 organisations réparties entre 15 régions.
Le PESAF 3 ainsi lancé est suivi de la signature de la convention par les bénéficiaires qui peuvent se mettre donc à la tâche. Nous allons intervenir ici surtout sur la citoyenneté active. À travers ce projet, nous allons faire des campagnes de sensibilisation. Nous allons faire des séries de formations des autorités, des jeunes, des femmes, des leaders religieux et culturels. Les bonnes nouvelles n'arrivent pas souvent seules, a-t-on coutume de dire. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire n'est pas venu à ce lancement les mains vides. Alerté de l'afflux sans cesse croissant des populations déplacées et les sinistrés causés par les inondations auxquelles la région descend a fait face, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, nous a missionnés ici pour apporter une aide alimentaire d'urgence composée de 60 tonnes de vivres, soit 1200 sacs de riz et de maïs destinés à ces populations vulnérables et dont, monsieur le gouverneur, vous êtes chargé d'assurer la distribution. Ces actes hautement patriotiques illustrent à suffisance la prise en charge des besoins des populations affectées dans un contexte de résilience sans précédent. Cette attention des pouvoirs publics dénote la particularité bienveillante de ceux-ci, par leur sens élevé de solidarité agissante, surtout aux côtés des populations meurtries par la crise multidimensionnelle qui assaille notre pays depuis 2012. Le ministre Redouane, avant de prendre congé de ses hôtes, est allé présenter ses civilités aux 4 grandes familles fondatrices des 100. Ce tour d'horizon a pris fin par la visite du magasin de l'OPAM. En ce 21e siècle, un système informatique du nom de l'intelligence artificielle vient s'imposer comme l'une des forces les plus puissantes et influentes de notre époque. Elle nous facilite désormais nos différentes tâches quotidiennes, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, en passant par la finance et l'industrie, entre autres. Yara Damile est allé à la rencontre de quelques spécialistes en informatique qui nous donnent d'amples informations sur cette puissante technologie qui bouleverse la planète. Depuis un moment, sur le plan de l'innovation technologique, le monde se plie désormais à la volonté de l'intelligence artificielle, l'IA. Il s'agit d'un système qui permet de simuler l'apprentissage, la compréhension avec son efficacité intellectuelle et sa rapidité comme un être humain. L'IA, on peut dire, c'est l'utilisation des technologies, les masses de données pour permettre à une machine d'avoir un comportement très similaire à l'humain. L'intelligence artificielle est en train de transformer notre monde à une vitesse démesurée. De la médecine à l'industrie, en passant par l'éducation et la finance, elle redéfinit les méthodes de travail dans presque tous les secteurs. L'IA permet justement de pouvoir rapidement développer des solutions pour développer des vaccins ou même pour prendre de bonnes décisions concernant les finances ou l'agriculture. Au Mali, cet aspect n'est pas très développé. L'aspect qui est développé au Mali, c'est surtout la partie conversationnelle, comme je vous disais, ou bien générer des images, peut-être produire un peu de la musique. Et vous voyez, il est en train de créer la chanson. Aujourd'hui, le défi de l'IA reste l'adaptation de l'homme à cette révolution technologique. Le défi principal, c'est de quelle manière cette cohabitation va pouvoir se faire entre IA et humain et comment ça va évoluer. Nos spécialistes en la matière nous expliquent les fonctionnalités des différents types de logiciels de l'IA. Le plus populaire, c'est ce qu'on appelle ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui permet de faire beaucoup de choses. Permet la génération de textes. Par exemple, si vous voulez faire un article, donc vous pouvez lui demander de rédiger un article pour vous. Donc, il permet aussi, à travers des composants, de générer des images. Il y a aussi Suno. Suno monte de la musique exactement comme un expert, un spécialiste en musique. Donc, en quelques secondes, il crée les voix, la chanson, il fait tout. Donc, ce qui est très agréable, c'est qu'aussi au Mali, il y a des jeunes qui essaient de faire des choses
que ce soit au niveau de Twindi où il y a des travaux qui se font sur l'IA, mais il y a aussi d'autres projets qui sont très intéressants, notamment Ekima, qui a la particularité de pouvoir parler les langues nationales, ce qui, à mon sens, est quelque chose de très, très intéressant et c'est des initiatives comme ça qu'on devrait soutenir. Chaque innovation a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que l'IA a facilité le travail quotidien, mais peut-être une menace dans son utilisation dans le mauvais sens. Donc, qui dit développement de logiciels parle de la programmation informatique. Donc, c'est un peu compliqué. Des fois, les clients sont exigeants. Ils demandent des fois l'impossible. Et s'il faut s'asseoir, réfléchir et coder, ce n'est pas facile. Donc, avec l'IA, il suffit juste de donner des instructions qu'on appelle les prompts. Donc, et évidemment, l'IA va sans nul doute entraîner des grands changements au niveau des métiers. Certains métiers vont être fortement touchés. Et c'est pour ça qu'il faudrait à un moment donné aussi qu'on puisse, d'une part, développer de nouvelles compétences pour développer l'IA, parce que l'IA ne se développe pas seul, il a besoin de l'humain pour le faire. Il est évident déjà à court terme, que l'IA va avoir des sérieux impacts sur les métiers. Donc beaucoup de métiers vont être remplacés, vont être pris en charge par l'IA directement. Et c'est là pour des besoins de performance, des besoins d'efficacité, de précision. C'est sûr que ça va arriver. Mais jusqu'où ira cette révolution? À long terme, il va y avoir une fusion entre l'homme et l'IA. Et notamment, ça arrivera, je pense, dans les 30 prochaines années à venir. On risque de voir ça très couramment, notamment lorsque les puces neuronales vont commencer à être développées, où l'homme et l'humain vont interfacer directement pour une fusion. Mais ça, ce n'est pas ni à court ni à moyen terme. Mais quand même, moi, je pense que les choses vont continuer jusqu'au moment où l'homme et l'IA vont fusionner. Face à ces incertitudes, une utilisation éthique serait mieux pour profiter des opportunités de cet outil. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, et apprenons et ne reposons pas tout sur l'intelligence artificielle. L'IA, pour ceux qui y croient, de comprendre que l'IA est une machine et qu'il se développe, il apprend de l'humain. Donc, il faudrait l'utiliser dans ce contexte et vérifier doublement ce que l'IA propose, et également de faire une utilisation éthique de l'IA. Par exemple, de ne pas se livrer à créer des images réalistes des humains ou bien recopier les voix des gens sur des choses. L'IA ne va pas s'arrêter maintenant, car l'avenir de cette révolution technologique dépendra donc de notre capacité à la maîtriser et à en faire un outil rentable pour le bien de tout le monde. Dans ces cas, la question n'est pas de savoir jusqu'à quand l'IA bouleversera la planète, mais comment en tirer profit tout en minimisant les risques. Et je vous le disais hier, le lancement des activités des Nyana édition 2025, une cérémonie couplée au lancement des festivités du festival Agna prévu du 10 au 12 avril à Koulikoro. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de la culture. Mahmoud Daffé a salué cette initiative qui vise à promouvoir la culture malienne. Je vous invite à écouter un extrait de son discours, des propos recueillis par Moussa Kamara. Les plus hautes autorités du Mali aujourd'hui sont conscients du besoin. Ce n'est pas pour rien. C'est une première dans l'histoire du Mali depuis l'indépendance de décréter une année toute entière à la culture et aux arts de façon générale. Donc ceci indique la vision et la volonté des plus hautes autorités. Certes, il y a eu beaucoup de difficultés, mais je rappelle tout simplement que depuis 15 ans, notre pays sort d'une crise profonde. Il y a juste une année que nous avons l'intégrité de notre pays grâce à notre voyante armée. Ceci est extrêmement important à le souligner. Il y a une année que le Mali a retrouvé on a pu rentrer à Kidal. Donc je pense que c'est des moments très forts et autant c'est légitime qu'on mette en place des programmes structurants pour gagner, mais sans la paix, sans la quiétude,
sans les hommes qui se battent pour nous au front, pour que nous puissions réaliser des soirées comme ça tranquillement. Si on est là ce soir à pouvoir faire, c'est parce qu'aujourd'hui nous savons que nous pouvons le faire tranquillement dans la quiétude et dans la sécurité. Donc ceci, c'est vraiment pour rendre hommage à notre voyante armée. Et pour rassurer mes collègues, et là c'est l'acteur culturel qui parle, pour les rassurer que c'est ensemble que nous allons construire ce continent-là. Nous allons construire avec la créativité et l'imaginaire de l'ensemble. Oui, l'Afrique, nous regorgeons de talents. Chacun a sa partition à jouer. Nous devons, c'est vrai, on peut décrire les problèmes et les difficultés. Mais à un moment, on doit se tenir par les coudes pour construire notre pays. Nous nous intéressons à certains instruments traditionnels dans le milieu kassongé qui sont en voie de disparition. Il s'agit par exemple du taboulo, du gofé, des instruments qui étaient joués pendant des cérémonies populaires ou sacrées. Aujourd'hui, à la faveur de l'année de la culture, les anciens s'évertuent à reconstruire ces instruments. Les explications de Kansutu Kanouti. Au Kasso, les instruments de musique traditionnelle ont une place très importante dans les valeurs culturelles, employés dans 3 grandes circonstances, à savoir la naissance, le mariage et le décès. L'utilisation de ces instruments est destinée aux hommes de caste. Les instruments traditionnels du Kasso sont pratiquement au nombre de 33. Les origines des instruments du Kasso sont soninké, malinké et peul. Donc les instruments soninké sont beaucoup plus axés vers les instruments à percussion, tels que le djembé, tantanou. Les instruments à cordes sont beaucoup plus malinqués, tels que la kora, simbingo et bolon. Tout ça, c'est d'origine malinquée. Il y a d'autres instruments que le Hassonké a créé, ce qu'on appelle le gofé. Ça, c'est des instruments avant. Il y en a 2, foulés à gofé. Le gofé a eu tellement de renommée parce que c'est venu avec l'événement du Masaya au Khasso. Et le gofé, on a dit, Iye gofé luna tabafulabe, sega mibori kudorna. Donc c'est une heure qui a été dédiée au roi du Khasso, le premier roi étant Segadou Diallo. C'est depuis en 1681 que le Masaya est né au Khasso, après les 4 années de guerre entre le Khassongo et le Maningo. Au Kasso, il y a des instruments de musique qui sont sacrés. Il y a le taboulo, il y a le bolon, il y a aussi le tantaon. Le taboulo était un instrument qui faisait partie des insignes royaux, ce qu'on donnait au roi à son intronisation. Donc le taboulo, quand il l'entendait jouer seulement, ça veut dire que le roi ou le chef de village ou le chef de canton est décédé. Et on le jouait jusqu'à ce que ça soit déchiré et que cela correspondait à l'enterrement du roi. Et cet instrument était confectionné qu'à l'intronisation encore d'un nouveau roi. C'est pourquoi c'est un instrument rituel et sacré. Et cet instrument était sous la garde seulement du roi. L'autre instrument sacré, c'est le tantam. Un instrument à 4 pieds, souvent à 3 pieds, mais qu'on peut le situer de l'origine vers le soninké. L'une des particularités de cet instrument, c'est que cet instrument, quand tu l'entends aussi jouer seul, ça veut dire que quelqu'un est perdu dans la brousse ou bien il y a un incendie. Il était interdit aux enfants de jouer avec cet instrument. C'est pourquoi on le voit toujours à la place publique. Outre les instruments rituels ou sacrés du Hasso, il y a également des instruments cérémoniaux et des instruments populaires, lesquels sont utilisés par la population et à n'importe quel événement, animation, agriculture, circoncision, excision, mariage. C'est quand il y a des cérémonies, par exemple l'intronisation du roi, que le taboulo est joué, et uniquement pour cet événement. Il y a aussi le bolon. Quand tu vois le bolon apparaître, ça signale l'arrivée du roi. Il y a aussi le gofé. Le gofé n'apparaît que quand le roi va sur la place publique pour son intronisation. Ça, c'est des instruments qu'on peut dire rituels, sans oublier le tantango qui est rituel, mais qui peut aussi jouer double rôle parce que c'est cérémonial aussi. Beaucoup d'instruments ont disparu ou sont en voie de disparition par la faute de l'abandon de nos coutumes et mœurs. Le khirino pratiquement a disparu et Simbingo a disparu. Simbingo, ça correspond au Kamalengoni.
Ça, c'était beaucoup prisé par les Koumé. Koumé, c'est les chanteurs des chasseurs. Maintenant, pratiquement, ça n'existe plus. À côté de ça, il y a aussi des instruments en voie de disparition, tels que tantaon. On les joue rarement maintenant sur les places publiques. L'autre aspect, c'est qu'on a beaucoup trop modernisé les instruments pour donner beaucoup plus de son, qui a fait que les instruments ont même changé de forme, tels que la kora avec des clés. Alors, que faut-il faire pour la conservation de ces instruments? L'État malien a classé le bolon comme instrument du patrimoine national et actuellement c'est en voie de disparition. C'est aussi un outil très très important qui accompagnait surtout les grands paysans, les chasseurs. Il y a aussi le gofé. C'est un instrument qui est très très important. À tout moment, quand il y a des manifestations au niveau de la région, les organisateurs font appel au gofé. Actuellement, c'est Kouloun Soloma qui possède ces gofés-là. Ce sont des instruments très très importants. Il faut les conserver. Le gofé en Kasson, si ce n'est pas Kouloun, ce n'est pas notre village. On a gardé depuis le temps colon jusqu'à 11 jours là. Le gofé est là. On a conservé ça parce qu'on a vu depuis nos ancêtres vieux qui sont là, donc ils sont gardés. Nous aussi, on est venus, on a gardé. Moi, j'avais commencé une politique de récupération des instruments qui avaient disparu dans le milieu rassonké. J'étais parvenu à les faire revenir en me basant de l'origine de l'instrument. C'est l'origine de l'instrument qui m'a permis de restituer tout ce que je suis en train de dire pour les restituer. Et j'avais eu la chance de les avoir, tous les instruments que je venais de parler. Maintenant, c'est la conservation qui pose problème. Et souvent, l'instrument ne disparaît pas quand l'instrument est joué. Quand l'instrument n'est pas joué, ça devient pratiquement un objet de musée. Donc, même la pratique, est-ce que les enfants savent jouer maintenant ces mêmes instruments? Là aussi, ça crée la disparition de l'instrument. Mon cri de cœur, c'est de dire merci à Assimi, merci, encore merci. Votre émission Questions d'actualité fait un gros plan ce soir sur le concours de recrutement dans la fonction publique d'État avec un accent sur les mesures pour la transparence. Sira Bathily reçoit le secrétaire général du département en charge de la fonction publique, Mamadou Konta, le directeur du Centre national des concours de la fonction publique, Dr Issaka Koulibaly et Madame Gundo Kone. À suivre dans nos programmes après l'émission Défense citoyenne, un débat animé par Sira Bathily. Un baobab s'est couché, une légende a disparu, une des plus belles voix de la musique malienne s'est tue à jamais. Amadou Barayogo, septuagénaire, après 50 ans de carrière musicale en duo avec son désormais ex-épouse Mariam Doumbia, a reçu les derniers hommages de la nation, ses anciens collègues de scène et les mélomanes, avant d'être accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Grand Tigibougu. Moussa Papa Aïdara, Idrissa Traoré et Toumani Diabaté pour le compte-rendu. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Aujourd'hui, alors que les notes de dimanche à Bamako continuent de résonner dans certaines rues de la capitale, Amadou Barayoko prend ce même dimanche en témoin pour s'éclipser pour l'éternité. Une triste réalité que le duo avait aussi chanté comme une prime Tiboukou, quartier de résidence du couple Amadou et Mariam. Le silence semble plus lourd que d'habitude. Les visages sont tristes, les regards tournés vers le sol, comme si l'esprit refusait encore d'accepter la réalité. Malheureusement, la voix de Amadou Barayoko s'est tue. Mais pour ceux qui l'ont connue et entendue, elle ne s'éteindra jamais. J'ai eu la chance de partager la même scène avec eux. Ils sont venus juste après nous pour prester. Et ce jour-là, c'était ma première fois de les rencontrer. C'est une grande perte quand même, vraiment. J'ai fait les meilleurs moments de ma carrière avec Amadou.
dans les ambassadeurs du motel. Et il était très jeune, doué, calme, vraiment talentueux. Amadou est né pour être un monument, vraiment. Il est né pour ça. Et tout ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un du paradis. Hein. Amadou sans Mariam, Mariam sans Amadou, c'est la plus grande fausse note qu'on peut entendre dans la vie. Mais Mingadi ala o de beke. Atumbe fen kalama kojugu. Ayinde jate. Ne yere fana ya jate. Ala bani ye minkena ala drombe de bado. Au dire de ses collègues de scène, Amadou Barayoko n'était pas simplement un chanteur, il était un messager. Avec sa guitare comme complice et sa sagesse comme boussole, il chantait non pour plaire, mais pour éveiller. Pour ses amis de l'UMAV, ils disent perdre un repère et de sitôt. On ne pensait pas perdre ce baobab de la musique. Pourquoi? Parce qu'on ne pensait pas perdre celui qui a lutté pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées en général, mais en particulier l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées visuelles. Le monde est désormais sévré d'un duo unique par son talent et son savoir-faire. Depuis les années 80, où ils le fondent le duo Amadou et Mariam, unissant leurs voix, leur cœur et leur talent, couronnés par une ascension musicale au-delà des frontières. La culture malienne reste orpheline d'un baobab qui avait tant à donner courant cette année dédiée à la culture. Grand artiste, ami de Amadou, je voudrais adresser mes condoléances les plus émues au nom des plus hautes autorités du Mali, le général d'armée, le président Assimi Goïta et le premier ministre Abdoulaye Maïga, le général de division. À leur nom et au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais présenter les condoléances à la famille éplorée pour dire tout simplement que ainsi va la vie. C'est un géant qui vient de se coucher, mais la nation est reconnaissante parce qu'aujourd'hui, son œuvre va persister et son œuvre a consisté à faire rayonner le Mali, donner l'image du Mali, les lettres de noblesse du Mali depuis le temps des Raïban, des ambassadeurs. Donc c'est vraiment une pensée profonde à l'ensemble de sa famille, à son épouse, à ses enfants, mais aussi à ses collaborateurs et ses collègues. La disparition d'Amadou Barayoko n'est pas seulement une disparition pour la culture malienne, mais c'est une disparition pour la religion musulmane aussi. C'est une grande personnalité du Mali, et culturellement et religieusement, on ne fait que faire la bénédiction pour lui et implorer Allah subhanahu wa ta'ala à ce que sa famille qui reste derrière lui soit vraiment l'espoir des Maliens et du Mali. C'est le premier jour où le monde doit apprendre à dire le nom de Mariam sans Amadou. Une équation difficile à résoudre pour les mélomanes, mais surtout pour la famille. Tant Amadou et Mariam étaient fusionnels. Pour les enfants, c'est le moment de gratitude pour le papa qu'il fut, pour les paroles qu'il avait su taire avec sagesse, pour les gestes simples qui, à force de constance, deviennent aujourd'hui héritage. Mariam Doumbia bitika kashidoyin bika kunawolo doni sabula yebeyiko. Cette fausse note du jour, la veuve Mariam l'accepte avec beaucoup de courage, malgré ses larmes qui coulent. Plus forte que sa première apparition sur les réseaux sociaux juste après l'annonce du décès. Mais le vide reste constant, comme elle l'avait prédit dans Djanyeba en 2000. Hélas, Amadou est parti, en laissant seule Mariam, qui pense fortement à lui dans un vide immense. Sa disparition marque la fin d'un chapitre exceptionnel de la musique malienne, africaine et mondiale. Le porte-drapeau de la musique malienne et africaine, je pense que ça c'est le premier. Et le deuxième élément, la résilience. La résilience malgré les handicaps et les difficultés. Ils ont réussi avec son épouse quelque chose de formidable. De faire parler du Mali, de faire parler de l'Afrique au-delà des mers et au-delà des océans. Donc on est vraiment très fiers de ce qu'ils ont réalisé.
Et on souhaite que d'autres puissent suivre la même voie. Dans notre collaboration, ça a été sans faillite. Il a toujours honoré mes prestations. Ça m'a touché parce qu'on voit ça rarement. L'héritage qu'Amadou laisse derrière lui, c'est son talent. Car tant que ses chansons résonneront, tant que les enfants fredonneront ses messages de paix, de justice et de vérité, Amadou Barayoko vivra. Et oui, utile la vie sur terre, Amadou, que de la paix pour ton âme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.